Pour une réflexion sur l'avenir de la bibliothèque publique qui détonne, qui rue dans les brancards et qui rock, pensez Horizon 17, la réflexion sur l'avenir de la bibliothèque publique du ThomeIsland.net. Visitez le microsite Horizon 17 ou parcourez l'abondante documentation sur Barricade. Aujourd'hui, demain, votre accès au futur est autorisé. Bonjour, mon nom est Daniel Quimper, bienvenue sur la CAD, bienvenue sur la barricade du ThomeIsland.net. Vous écoutez la CAD. Qu'est-ce que c'est la CAD? C'est une émission, pas d'affaires publiques tout à fait, mais plus une émission de variété. J'appelle ça un show du dimanche. C'est surtout un ad-lib. Je plonge devant vous comme sans filet, hein, pas trop de préparé. Le challenge, l'objectif de cette émission-là, c'est de vous challenger à faire mieux avec les moyens que vous avez avec la maison, avec les idées que vous avez dans le coco, avec les angles que vous choisissez, vos passions, vos intérêts, pour lire l'actualité, pour lire le monde, pour lire les choses qui le composent, pour lire le concours des événements qui se produisent. Aujourd'hui, je vous ai préparé une émission divisée en 3-4 blocs. Je vais essayer quand même de faire ça pour que ça déboule le plus rapidement possible. Donc, si je peux condenser des blocs, je vais le faire là, avec une revue de presse où j'ai retenu une dizaine de titres. Je pense que c'est beaucoup. C'est la première fois que je vais faire une revue de presse là, live comme ça à la caméra. On est il est 1h du matin, là, on est le samedi 21 septembre. J'ai travaillé là-dessus le vendredi 20 septembre, donc pour moi je suis encore le 20 septembre. Vous écoutez l'émission du 22 septembre. Quand je vous dis que c'est un show du dimanche, c'est que j'essaie de la mettre j'essaie de rendre l'émission disponible les dimanches soirs vers 20h. Vous avez au bas de la petite caméra, au bas de l'écran du vidéo, une série d'hyperliens qui vous permettent d'aller directement au segment qui vous intéresse le plus, mais aussi après le premier bloc, le bloc d'introduction, je vais essayer de mettre un repérage avec le minutage pour sauter au bloc qui vous intéresse le plus. Je vous présente l'émission à rebours, vous allez comprendre au fur et à mesure de l'émission pourquoi je l'ai présentée à rebours. Je veux parler aujourd'hui surtout de la Charte des valeurs du Québec qui a été adoptée, pas adoptée, mais présentée là, il y a 10 ou 14 jours par le Parti québécois. Je vais vous parler de politique minoritaire, puis vous dire un peu qu'est-ce que c'est qu'une politique minoritaire. Qu'est-ce que c'est qu'une crise? Pourquoi est-ce que c'est un angle de contestation que les opposants du Parti québécois cherchent à exploiter tant que ça, le fait que c'est un parti de crise? On va regarder ensemble qu'est-ce que c'est qu'une crise. Ça va être le gros de l'émission. Je vous fais une promesse. Suivez ce bloc-là, suivez un peu l'émission, même si c'est en faisant la vaisselle ou en ayant une autre occupation, et puis vous allez sortir de ce 45 minutes-là ou de cette heure-là avec une connaissance très aiguë de qu'est-ce que c'est qu'un parti de crise, pourquoi c'est un angle de contestation qui est valide. Vous allez savoir repérer quand est-ce que c'est utilisé factuellement, quand est-ce que ça a du bon sens de dire que le Parti québécois ou le Parti libéral est un parti de crise. J'ai gardé comme exemple dans ma revue de presse ministre Pierre Duchesne qui dit que Philippe Couillard cherche à anticiper la crise, à provoquer la crise au Québec. Monsieur Couillard lui renvoie la balle, lui dit non, c'est toi qui essaie de provoquer la crise. On va regarder ça, puis vous jugerez lequel des deux est le plus menteur, lequel des deux est le plus véridique. Puis on commence par une petite revue de presse. Ah oui, entre les deux, entre la revue de presse puis le bloc sur les politiques minoritaires, la crise et tout ça, je veux vous parler d'une étude de cas pour essayer de démystifier rapidement qu'est-ce que c'est que du lobbyisme, qu'est-ce que c'est que de l'entrepreneuriat politique. Là, c'est pas si loin que ça des fois, hein. Et même d'entrepreneuriat culturel, ben, l'entrepreneuriat culturel, on est un peu plus loin, ça a la meilleure réputation, mais c'est pas une chambre où des vieux monsieur à cravate puis des madames à tailleur rentrent puis c'est tout enfumé puis c'est tout à cachette. Moi, je vais vous en montrer une initiative d'entrepreneuriat politique que je veux lancer, qu'on va lancer là, au mois d'octobre. Probablement qu'on va essayer de se servir de la fenêtre des élections municipales qui vont arriver le 3 novembre, entre le 14 octobre et le 14 novembre, là, quelque chose qui est en lien avec les bibliothèques publiques. J'ai 9 minutes d'autonomie sur le disque de ma caméra numérique. C'est pour ça que je fais des coupes. En même temps, ça me permet de reprendre mon souffle, de reprendre mes idées.
j'ai une très mauvaise mémoire. Ceux qui ont écouté la dernière émission, vous m'avez vu déraper à quelques reprises. On revient pas dans 2 minutes, mais dans 5-10 secondes. Après, j'ai nettoyé le disque dur de ma caméra avec une revue presse. C'est la première fois que je fais ça. Donnez-moi une chance. On va essayer que ce soit le fun et que ce soit plaisant pour vous. Merci d'être à l'écoute. Mon nom est Daniel Quimper. Je suis le facilitateur du TonMallen.net. C'est mon habit. Bienvenue sur la CAD. Alors, de retour sur la CAD, merci d'être là. J'ai ouvert quelques fenêtres sur mon ordinateur, question d'avoir les articles que j'ai retenus. Comme je vous dis, là, ça a été publié dans hier, avant-hier. Il y en a une ou deux là, qui datent un peu plus d'un peu plus longtemps, mais on va faire le tour de ces titres-là. Je vais essayer que ce soit pas trop un fossé d'idées. En même temps, vous avez vu ce que je veux faire, hein? Vous avez deviné l'idée de partir de la charte des valeurs, passer par qu'est-ce que c'est qu'une crise, ensuite parler d'une étude de cas précise sur qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat politique. Vous pouvez faire le lien avec la critique média, vous pouvez faire le lien avec les modèles du changement que vous utilisez, avec surtout votre lecture de l'actualité. L'important, c'est des fois de tirer à côté du script. Vous allez voir le blog que j'ai retenu, la chronique de Normand Lester, c'est une véritable machine à questions. C'est intéressant. La chronique de Normand Lester n'accuse pas, mais pose des questions à savoir, est-ce que la police, coudon, a fait de la collusion avec le Parti libéral? Est-ce qu'elle cherche à épargner le Parti libéral du Québec? Je commence avec celle que j'ai sous les yeux. On plonge ensemble. Marcel Côté, une campagne sous le thème de la réforme. Marcel Côté, c'est un des prétendants à la mairie montréalaise aux élections qui s'en viennent aux élections prochaines du 3 novembre 2013. Je sais que les cousins français trouvent incompréhensible mon français. Je vais essayer de le soigner autant que possible. C'est une émission que je veux populaire aussi. Vous comprenez qu'il n'y a pas que je parle le québécois là, à longueur de journée, donc c'est important. Je trouve ça intéressant aussi que je puisse m'adresser aux gens avec ce langage de bûcheron. Si vous me permettez de vous tirer les verres du nez et d'emprunter votre expression. Donc, ceci dit, sans mesquinerie. Donc, Marcel Côté, prétendant maire de Montréal, lançait sa campagne hier. C'est Daphné Cameron qui signe ça dans la presse, sous le thème de la réforme. Pense que la ville de Montréal nécessite une réforme en profondeur. Hier, j'ai publié sur le blog du Malin une entrée de blog qui a été super populaire. Je pense qu'on était rendu à 500 visionnements. Quand j'ai fermé boutique hier vers 21h, il y avait eu 200, 215, 209, je pense, visionnements de cette entrée-là. Et puis, juste avant de me coucher, rendu à minuit moins quart ou un truc comme ça, j'ai regardé, on était rendu à 315, donc les gens y allaient encore et encore et encore, et je pense que jusqu'à 1h du matin, il y avait toujours 15-30 personnes qui étaient sur le blog du Myland, qui regardaient les articles qui avaient été publiés avant ou après, ou celle-ci. C'est une entrée de blog qui a été très populaire. Aujourd'hui, ça a été encore mieux. Ça a été repris par les réseaux sociaux. Je pense que Facebook nous a envoyé à peu près 200, probablement plus de 200 visites. Donc, ça a été bien repris sur les réseaux sociaux. Des bons commentaires sur Twitter au sujet du fait que c'est une entrée qui est un peu longue parce qu'il y a une analyse à la fin. Bon, l'analyse, elle est assez simple, hein, si vous voulez couper court. Je pense que les attaques que Projet Montréal, pas les attaques nécessairement, mais les critiques que Projet Montréal subissait il y a un an de cela, ou 2 ans de ça, ou depuis le début de leur mandat, dans le fond, c'est normal qu'ils soient critiqués, c'est l'administration. Je pense que maintenant, ils font un peu plus mouche. On peut se demander si c'est la force de la quantité. Hein, évidemment, M. Ferrandez, en administrant pendant 4 ans, s'est fait quelques ennemis ici et là. Des gens qui sont mécontents de son administration, tout simplement, et qui le critiquent Et si à un moment donné, bon, c'est pas une peau de canard là, sur laquelle ces critiques-là étaient adressées. Donc, ça commence à faire mouche. L'émission prochaine de la CAD, je parle beaucoup d'élections municipales, je vous le promets. Donc, je vais sauter mon tour à ce coup-ci. J'ai écrit mon blog hier, c'est-à-dire jeudi soir. Et puis, je revenais à la maison, là, je voyais, et on commençait à mettre des pancartes sur le boulevard Saint-Laurent. Et puis, je comprends qu'on est très fébrile. Je vous promets déjà un truc. On va aller voir, je parlais de Marcel Côté, qui veut faire une réforme en profondeur de l'hôtel de ville. Est-ce que changer la face des gens à l'hôtel de ville de vos servants publics, ça va suffire à endiguer le problème de corruption qu'on sait maintenant pour être pour sûr qu'il y avait à l'hôtel de ville? Moi, ce qui me choque toujours, c'est de savoir, c'est pas
pas de savoir qu'il y a un monsieur qui soit italien, pas italien, qui soit gros, pas gros, qui se rend à l'hôtel de ville, qui essaie de corrompre ma fonction publique. Je trouve quasiment ça normal, là, l'homme est fait comme ça, mais qu'il y ait des gens qui partent de l'hôtel de ville, sortent de l'hôtel de ville, et essayent d'aller corrompre des messieurs qui sont gros, grands, italiens, pas italiens, je m'en fous. Moi, c'est ça qui me gosse. Peut-être que je suis un grand naïf, peut-être que je crois au système pour rien, mais de voir un petit monsieur sortir de l'hôtel de ville et essayer d'aller corrompre un citoyen, même si le gars est corrompu jusqu'à l'os, ou même si la fille est corrompue jusqu'à l'os, ça me gosse, j'aime pas cette image-là. Donc, je vous fais une promesse, je parlais de Marcel Côté, il y a Denis Coderre, il y a M. Fernandez, pas M. Fernandez, mais M. Bergeron aussi, qui sont les grands joueurs dans cette course-là. On va aller voir du côté de Mélanie Joly. On est le bazar d'idées Tourmaline.net, elle vient de Génération Idées 18-35 ans, un truc comme ça. J'imagine qu'il y a des idées dans son programme qui vont vous plaire à vous qui écoutez ça. Je ne veux pas faire de nom dans le nom de faute dans le nom du monsieur. Laissez-moi une seconde. Il s'appelle... Venir, juste pour vous dire qu'on va faire un traitement quand même alternatif de ces informations-là. On va pas parler d'élections pour parler juste des grands joueurs, puis de ceux qui vont gagner, puis de ceux qui gagneront pas. C'est une élection qui va réserver des surprises. C'est cliché, mais j'en suis presque sûr. C'est fébrile, il y a eu la corruption, il y a d'autres choses aussi qui s'en viennent. Il y a 3 partis, il y a des coalitions, il y a toutes sortes de choses. On se reparle dans 2 secondes, je retrouve mes informations, je suis désolé pour ça. Comme je vous dis, j'ai une très mauvaise mémoire, puis je ne veux pas massacrer le nom du monsieur, qui a un très beau prénom, un très beau nom de famille, mais exotique. Je reviens dans 2 secondes. Merci d'être là. Alors, le nom que je cherchais, c'est M. Kofi Sonopon. Sonopon, voilà. M. Son m'avait intrigué sur les fils de gazouillis Twitter en disant ce que les Montréalais ont besoin, c'est que cesse le fast-food politique à Montréal. Donc, c'est un candidat à la mairie de Montréal. On va aller voir qu'est-ce que fait, là. On va donner une autre bonne semaine à la campagne pour s'installer, tout ça. Quand je vous disais qu'on va faire une couverture populaire, un peu à l'image de ce que, peut-être un peu à l'image de ce qu'on a fait pour les élections provinciales, le sommet de Rio plus 20, le sommet de Dubaï, c'était pas un sommet à Dubaï, c'était une conférence internationale sur les communications mondiales, une conférence mondiale sur les télécommunications internationales, le CMTI 2012. C'était à Dubaï. Allez voir sur le blog du Myland, couverture populaire. Vous allez voir, on a 2-3 exemples comme ça. Et puis, je vous invite toujours à faire des couvertures populaires aussi. Faites de la critique média, développez vos angles. Les miennes sont bonnes. Les angles des grands médias, des médias alternatifs, des services d'information alternatifs qui existent sont bons. C'est des bons angles. Les vôtres aussi peuvent être bonnes. Ils peuvent être bons, pardon. J'arrête pas de mettre angle au féminin, là. Ça vaut la peine de les exploiter. Quand je parle de multiperspectivistes, lorsque vous avez affaire à des théories critiques, on va avoir une théorie critique féministe dans la revue de presse. On parle de plusieurs épistémologies, on parle de plusieurs mises en scène de la vérité. Qu'est-ce qui est vrai? Votre vérité à vous, elle compte dans le décor. C'est à vous aussi de nous la présenter, de nous enticher. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant votre angle et pourquoi est-ce qu'on devrait l'adopter? Au moins parfois, ça donne rien d'y aller avec un angle en disant ben moi je vais imposer une vision totalisante du monde, alors que justement c'est en voulant fragmenter. Quand vous faites de la critique média, c'est en vouloir fragmenter ces visions totalisantes-là qui sont imposées sur les masses. J'ai ici le truc que vous avez sans doute reçu dans le courriel, pas dans le courriel, mais dans votre courrier dans les derniers jours, parce que nos valeurs, on y croit. C'est carrément un pamphlet publicitaire, c'est écrit en langage extrêmement simple. Je ne dis pas ça parce que je suis pro-péquiste ou contre-péquiste, là. Je pense que de toute façon, c'est une émission de prise en charge citoyenne. Hein? Donc, on a un parti. Je pense que ça va de soi qu'on a un parti pris pour les partis qui essaient de faire bouger les choses, de véhiculer le changement. Donc, je pense que même s'il y a une population anglophone est sévèrement contre le PQ, lorsque vous écoutez la CAD, ça pourrait être intéressant d'ouvrir vos horizons à comment est-ce qu'il provoque le changement. Qu'est-ce que c'est que la prise en charge québécoise dans l'histoire politique canadienne, surtout au niveau de la politique culturelle, de la culture politique canadienne, sans le Québec qui décide que non, la Confédération, ça voulait dire c'est deux États, un à côté de l'autre, ça voulait pas dire c'est deux États qui deviennent un et tout ça. Le Canada d'aujourd'hui ne ressemble
ressemblerait pas à ça. Je pense que l'Alberta aussi veut faire de la prise en charge albertaine, peut-être qu'ils n'appellent pas ça souveraineté comme nous, mais je pense que c'est intéressant quand vous regardez le progrès social, les forces du changement, tout ça, d'avoir au moins l'horizon vert envers ce que le PQ fait. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est un grand projet de société, si je ne me trompe pas, que cette proposition gouvernementale pour une charte des valeurs québécoises. Et puis, c'est écrit en langage extrêmement simple, rien à voir avec ce que M. Kofi Senophone dit quand il dit un truc comme les Montréalais sont tannés du fast-food politique. C'est une référence probablement à un truc que vous avez entendu si vous fréquentez les théories critiques, si vous êtes, servir le menu en guise de repas. On parle de ça pour les médias, on parle de ça pour l'offre télévisuelle en général, on parle de ça pour le cinéma, on parle de ça, bref, dans le domaine des idées, bref, en culture et des trucs comme ça. Je pense que à l'origine, c'est une remarque qui vient de Adorno, l'école de Francfort, qui a été récupérée par Raymond Williams et mis à toutes les sauces. Bon, maintenant, c'est peut-être une critique qui est lancée en l'air, mais je vous parle déjà d'être lancé en l'air, hein, c'est constructiviste. C'est pas quelque chose qu'on ramène les intérêts tout de suite à terre. Puis bon, à qui ça sert de dire ça? À qui ça sert de dire parce que nos valeurs, on y croit, mais ça sert peut-être à éliminer les gens qui diraient voici un projet idéaliste qui ne se réalisera jamais. Là, on vise que c'est très, très, très concret. Je pense que c'est un mur de béton en arrière. Là. On parle de la neutralité religieuse de l'État, on parle d'égalité homme-femme, mais bon, des choses qui vont probablement de soi. Neutralité religieuse de l'État, la démocratie libérale est basée là-dessus. Hein, évidemment, au Québec, au Canada, on n'a pas ça dans notre culture politique de tous les jours, là, des références à la poursuite du bonheur. Mais bon, l'État, la démocratie libérale, n'est pas supposé se mêler puis juger de qu'est-ce qui est bien puis de qu'est-ce qui est mal dans les choix que vous décidez d'opérationnaliser pour atteindre, si ce n'est pas le bonheur, pour atteindre une meilleure qualité de vie, un meilleur emploi, évidemment dans les limites de la légalité. Donc, je pense que cette proposition gouvernementale-là veut mettre un cadre légal sur des choses où il n'y en avait pas avant. On va regarder le pamphlet dans la dernière section d'émission. Comme je vous dis, là, c'est pas l'idée de poser un jugement de valeur sur ce projet-là, comme de commencer le débat. C'est ce que le PQ nous invite à faire, de débattre. Je saute rapidement, je vous ai parlé rapidement tout à l'heure de la chronique de Normand Lester. Et puis, des policiers de la SQ et du SPVM sont de mèche avec le Parti libéral. Il va fort, M. Normand Lester, n'a pas la langue dans sa poche. On parle ici d'un type de clientélisme. Le clientélisme, c'est un concept qui s'oppose à l'idéologie. On accuse le Parti québécois, les partis un peu plus nationalistes, donc les partis qui sont un peu moins libérales, hein, d'être des idéologues. Le clientélisme, l'affairisme, c'est comme le Parti libéral du Québec ou le Parti libéral du Canada, c'est justement des partis qui ne sont pas idéologues, mais qui se prêtent à des formes de clientélisme. On parle ici d'un clientélisme là, du PLQ qui manque de sophistication définitivement. On a envoyé une missive à une association religieuse en banlieue ouest de Montréal pour dire hey, vous vous souvenez comment on a été généreux avec vous, soyez donc généreux avec nous à votre tour. Je vois que le temps a filé rapidement. Là. Je reviens rapidement sur la chronique de Normand Lester, de M. Normand Lester, et ensuite on va essayer de débouler un petit peu là, pour pas que la revue de presse s'éternise. Comme je vous dis, là, malheureusement, j'en ai retenu 7, 8, 10. Je veux pas en éliminer, mais il faut que ça déboule un peu plus rapidement. Vous me connaissez, je fais des digressions, j'ai mauvaise mémoire, je fais appel à toutes sortes d'outils pour essayer de suivre le beat, puis j'espère que vous êtes en mesure de le suivre avec moi. Je reviens dans 2 secondes. Merci d'être à l'écoute. Si je pouvais me reprendre avec un peu de chance, je pourrais peut-être tomber quelque part de l'autre côté. Non, mon petit gars, non, c'est pas demain qu'on apprend, non. T'as rien qu'à regarder où les autres sont placés. Donc, je
vous parlais de la chronique de Normand Lester publiée mercredi dernier, mercredi 19 septembre 2013. Des policiers de la SQ, de la Sûreté du Québec et du SPVM, Service de police de la Ville de Montréal, sont de mèche avec le Parti libéral. Je vous invite à aller la voir, à la lire. Monsieur Normand Lester n'a pas la langue dans sa poche. Reparle du financement illégal au PQ, parle de vieilles gamiques qui ont toujours cours chez les libéraux depuis au moins le temps de M. Charest, parle d'une association de malfaiteurs, dit que M. Philippe Couillard a tout un défi sur les bras s'il veut rétablir la crédibilité et la légitimité de ce parti-là, du moins de son financement, là, va jusqu'à poser donc des soupçons sur la police, se demande pourquoi la police est si discrète quand elle frappe les libéraux, puis qu'elle est si ultra médiatisée lorsqu'elle frappe l'hôtel de ville de Montréal ou l'hôtel de ville de Laval, par exemple. Donc, je vous invite à aller voir ça. Donc, M. Lester n'est pas le seul à avoir frappé sur la marque de commerce du Parti libéral, en particulier du Parti libéral du Québec, au cours de la dernière année. Monsieur Denis Lessard, dans la presse, reprend les grandes lignes d'un sondage CROP qu'il intitule son papier, son article, pardon, La marque libérale décline. Dans cet article-là, voyons, on parle on dit que Mme Marois serait mal avisée de se lancer en élection, même si elle tire de l'arrière, entre autres parce qu'elle tire de l'arrière encore de 5 points. Elle est à l'avance dans les francophones avec 35% d'intention de vote, comparativement, si je me souviens bien, à 27% voilà, pour les libéraux et 24% pour la coalition Avenir Québec. Le sondage rappelle, l'article de M. Lessard rappelle que le parti de Philippe Couillard était à 13% d'avance en juin, 11% en août dernier, et qui maintenant se retrouve à seulement 5 points. Donc le PQ en hausse profite probablement au niveau du Québec des régions. J'espère que je ne me ferai pas tomber sur le dos du Québec nationaliste. Donc j'espère que je ne me ferai pas tomber sur les doigts du Grand Québec de son projet de charte. On parle beaucoup, on dit beaucoup que Mme Marois réussit. J'espère que je ne me ferai pas taper sur les oreilles. Son opération de relations publiques avec le lac Mégantic, évidemment, c'était pas une relation c'était pas une activité de relations publiques simplement, là, mais qu'elle était bien présente. On se souvient Lucien Bouchard, hein, qui était parti, qui avait arrêté ses vacances, était venu se croiser les doigts. Moi, je me souviens de lui qui se tapotait les doigts comme ça à côté de Gilles Caillé là, pendant la crise du verglas. Puis les gens avaient besoin de voir M. Bouchard. J'imagine que les gens avaient besoin de voir Mme Marois lors de la tragédie du lac Mégantic. Donc, on continue. Je vous amène cette fois-ci, encore une fois, je vais finir avec la presse. La Charte des valeurs, tiens, on en parle tout de suite. La Charte des valeurs, davantage d'incidents et d'inquiétudes. Je vais se retrouver. C'est le nouveau président Jacques Frémont, voilà, le nouveau président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Maître Jacques Frémont, qui dit à Martin Ouellet de la presse canadienne, l'article a été diffusé dans la presse de Montréal, j'ai pas la date avec moi, mais ça s'appelle « Couillard veut provoquer une crise selon Duchesne ». Monsieur Frémont donc dit « On a des indices qu'il y a beaucoup d'incidents sur le terrain quand on voit que ce qu'on voit dans les médias ». Moi, j'arrête tout. Vous vous souvenez, la commission Bouchard-Taylor, il y a quelques années, sur les accommodements raisonnables, qui disait non, écoutez, ça a été monté en épingle par les médias, cette crise-là. On parle de 4-5 incidents sur le terrain, puis les médias vont en chercher un autre, puis ils vont en chercher un autre, puis le petit gars là-bas avait les cheveux qui dépassaient ses oreilles, puis il devait avoir un canif dans les poches, puis il devait être un chef religieux d'une religion extraterrestre, là. Puis ça aurait pris un accommodement raisonnable pour ça. Bon, je fais des boutardes, là, je fais du sarcasme, mais Bouchard-Taylor disait il s'est été monté en épingle par les médias. Là, M. Frémont, nouveau président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, dit je lance un appel au calme. Sur le terrain, il y a plus d'incidents que ce que rapportent les médias. Qu'est-ce que c'est qu'une crise? Une crise, c'est une perte de confiance. C'est le même nomos que vous retrouvez dans économie. C'est l'anomie, c'est-à-dire que le A est privatif lorsqu'il y a une perte de confiance. Donc, est-ce qu'il y a une perte de confiance au Québec? Bon, le mot crise est utilisé à toutes les sauces. Évidemment, le tissu social québécois ne s'est pas désagrégé lorsque les gens ont reçu ça par la poste, par le courrier, ne s'est pas désagrégé non plus lorsque le petit gars de l'école
je ne sais laquelle, avait les cheveux qui dépassaient un petit peu. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Donc, moi, j'ai été interrompu par l'espace disque sur ma caméra. Je vous disais que le mot crise, à mon humble avis, était extrêmement galvaudé. Je pense que c'est pas unique au Québec, mais des fois, on y va fort. Je vous rappelle le nomos, le privatif. Bon, perte de confiance, c'est le même nomos que dans l'économie, si vous en, c'est la confiance que à la maison, dans un, bon, allons-y pour l'étymologie, là, à la maison, la crise, c'est lorsqu'il y a une perte de confiance, lorsque le lien intangible entre les hommes est brisé. Évidemment, quand on est sous la loupe, sous le microscope d'une culture institutionnelle, d'une culture organisationnelle comme le Parlement, on peut parler de crise parlementaire, en voulant dire qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, que le lien intangible entre les hommes est brisé, qu'ils n'ont plus confiance en eux autres. Puis vous voyez à quel point ça peut franchement être galvaudé, là. Les parlementaires sont prévisibles, ils veulent gagner les prochaines élections, ou s'ils ne veulent pas gagner les prochaines élections, en tout cas, selon toute vraisemblance, ils veulent se présenter au bureau demain, puis travailler à faire les choses qu'ils font tous les jours, probablement que c'est à travailler pour améliorer la société de la manière qu'ils jugent le plus apte à le faire. Je vous invite donc à aller voir ces deux articles que je vous ai dont je vous discutais. Peut-être que j'ai mélangé les deux titres, en tout cas. Allez les voir. Il y a Charte des valeurs, davantage d'incidents et d'inquiétudes. C'est signé Denis Lessard, c'est apparu dans la presse, c'est disponible sur Internet et ça a été publié le 17 septembre. Et l'autre, c'était signé, je pense, Martin Ouellette. Oui, voilà. Martin Ouellette pour la presse canadienne, aussi publié dans la presse, cette fois-ci le 16 septembre. Le titre, l'intitulé « Charte des valeurs, Couillard veut provoquer une crise selon Duchesne ». Donc, je vous ai parlé du déclin de la marque des libéraux avec le financement illégal. Non, c'est pas vrai. C'était le déclin de la marque des libéraux à cause de la belle performance de Mme Marois face à la catastrophe du lac Mégantic, ou parce que le projet de charte des valeurs réunit tellement les Québécois que ça poque le char des libéraux. En tout cas, je vous laisse penser là-dessus. Il y a M. Lapierre, qui est analyste politique, là, TVA pour le groupe Québécois, là, qui dans le Journal de Montréal a fait une mention qu'il avait fait le tour là, de ses contacts dans la politique, dans la vie politique provinciale, pense que des élections provinciales le 9 décembre, c'est possible. Je pense qu'on utilise dans cet article-là, le titre c'est « Des élections provinciales le 9 décembre », c'est disponible sur Internet, c'est Agence QMI qui signe. Je pense qu'on parle de fenêtre politique dans cet article-là. Fenêtre politique ici, puis je pense que la vraie façon de l'utiliser, c'est vraiment quand un flux problématique avec un flux culturel et flux politique se rejoignent. Une fenêtre politique, c'est l'homme qui construit ça, c'est pas la nature qui décide d'avoir aussi une belle opportunité pour lancer une élection. Évidemment, encore une fois, là, on joue peut-être sur les mots, mais en tout cas, contrairement à ce que Denis Lessard et Sondage Crop la presse dit, Mme Marois ne devrait pas aller en élection. Monsieur Lapierre dit j'ai regardé tout ça et puis le PQ a une belle fenêtre d'opportunité s'il veut faire des élections début décembre. Donc ça serait 16 mois, 18 mois après les élections du 4 septembre. Là. Septembre, octobre, novembre, décembre, 16 mois. Voilà, je vous invite à aller voir ça si ça vous intéresse. Je pense que c'est la dernière. Non, je voulais aller sur la politique fédérale. Le malaise fédéral, c'est sur le blog d'Emmanuel Latraverse. Il dit que au fédéral, on s'en va pour parler de crise encore une fois, le malaise fédéral, qui dit que le gouvernement fédéral a pris très au sérieux le projet de charte des valeurs du Parti québécois, connaît leurs habitudes, connaît leur gamique, pour susciter des débats, pour réaffirmer la posture du Québec. Je vous ai parlé tout à l'heure que je vous encourageais. Écoutez, je ne veux pas vous dire comment voter, puis je ne veux pas vous dire comment lire ce que je dis. Moi, je ne suis pas maître de la réception de ce que je vous dis. C'est vous qui en faites ce que vous voulez, là. Mais quand on parle de changement, de progrès social, on peut regarder, je pense, le Québec et le travail que le PQ a fait, Jean Lesage avant ça, avec le Parti libéral du Québec,
dans l'inscription de la culture politique canadienne comme une grande entreprise de prise en charge. Peut-être que là, 30 ans, 40 ans, on peut parler de post-colonialisme, hein, avec la libération des pays africains du joug de leurs colonisateurs, en ceux qui sont arrivés avec une Bible dans la main puis un fusil dans l'autre. Faites attention, maintenant on colonise encore la maudite Afrique. Vous allez comprendre que j'utilise parce que je suis découragé. On la colonise cette fois-ci avec les règles du libéralisme. Tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a dans la main, là, une Bible catholique, une Bible d'un bord puis la pensée de Milton Friedman de l'autre. Mais en tout cas, moi j'espère que pour ce continent-là, là, on va éviter qu'il y ait une autre vague de colonisation, qu'elle soit économique, politique, culturelle, appelez-la comme vous voulez, que les Africains se lèvent debout et qui se prennent en charge. Moi j'aime bien ce terme-là, habilitation communautaire, c'est intéressant aussi. Donc, tout ça pour vous dire que c'est indissociable de la dynamique de l'histoire politique canadienne, que cette entreprise de prise en charge québécoise-là, c'est eux qui, en criant un petit peu plus fort, appelez ça comme ça si vous voulez, ou en provoquant des actions, provoquant des crises. Parfois, on va le voir avec le modèle du changement de Weinstein dès le prochain bloc. Il me reste 30 secondes, je vois rapidement, qui ont façonné ce pays-là, qui fonctionne comme un moteur de dynamo. Je suis sûr qu'en Alberta, on attend d'avoir 6, 7, 8, 9, 10 millions d'habitants pour dire, attendons une minute, l'idée des Québécois d'avoir une confédération où mon premier ministre peut aller parler avec le premier ministre de lui là-bas. Je suis sûr et certain que ça va leur traverser l'esprit. Évidemment, pour les plus petites provinces, c'est plus touché de dire ouais, ben, si eux autres s'en allent, c'est 20% du pays, puis nous autres, pour que ça fasse qu'on va rester assujettis à un autre palier de gouvernement. Je reviens dans 2 secondes. On parle du blog d'Emmanuel Latraverse, encore au moins 2 secondes. Puis on parle aussi des Pussy Riot pendant 2 secondes. Salut! Donc, je vous entretenais du malaise fédéral, c'est le titre que Emmanuel Latraverse a donné à son blog, je pense, ou son avant-dernier blog. C'était publié le 10 septembre, donc c'est peut-être son avant-dernier. Allez voir, c'est sur radiocanada.ca. Bon, je vous mets l'écran, là, et regarde, en tout cas, je vous mettrai des hyperliens. Cherchez sur les collines le blog politique de Radio-Canada. Ça s'appelle le malaise fédéral. Donc, ce qu'elle dit, Emmanuel, c'est que au Canada anglais, on prend garde, on marche sur des œufs. On sait que la politique de Mme Marois pourrait avoir donné du souffle à son gouvernement, même s'il est minoritaire, pourrait donner du souffle à ouvrir des possibilités, peut-être une fenêtre politique pour lancer des élections, comme probablement le pense M. Lapierre. Et puis, on cherche à acheter du temps. On se dit, attendez donc une minute, si elle fait ça pour ouvrir une fenêtre politique, à quoi bon déjà de se prononcer puis de se peinturer dans le coin alors qu'on pourrait attendre qu'elle lance des élections ou peut-être qu'une pleure de banane se glisse sur elle. Donc je pense que ça pourrait être intéressant si vous allez télécharger sur la feuille de route du tourmalène.net, allez dans la section téléchargement, elle est sur le point d'être renommée cette section-là, où en bas à gauche de notre page d'accueil barricade.tourmalène.net, vous allez voir en gauche, on vous suggère de télécharger la feuille de route ou la feuille de suivi du tourmalène.net, puis regardez un peu les flux politiques, les flux culturels et il m'en manque un, là, celui de gauche, là, le flux problématique. Et puis, le flux problématique est en quoi présentement? Est-ce qu'on décide que le flux problématique, c'est que Mme Marois est minoritaire, voudrait être majoritaire, voudrait assouvir sa gouvernance de manière un peu plus affermie, veut travailler à la souveraineté du Québec? Bon, toutes des choses où on va voir sur le modèle de Weinstein tout à l'heure, qui font partie de changer les conditions objectives. Moi, j'aime bien voir ça, je vais vous le mettre à l'écran, j'aime bien voir le modèle de Weinstein comme 3 blocs, l'importance du mouvement en faveur du changement, les conditions objectives, puis ici les réponses institutionnelles, les réponses de l'establishment, je pense que ça se dit bien en français aussi, les réponses officielles. Là. Par exemple, quand vous parlez de souveraineté du Québec, est-ce que vous parlez de trahison? Est-ce que vous parlez de sécession? Ou est-ce que vous parlez d'une entreprise de prise en charge de la province qui veut s'émanciper et faire du country building au lieu du province building? Je vous invite par la même occasion à aller voir ça. Je ne devais pas garder dans la revue de presse, là, mais un titre qui a été publié, Chip Liqueur politique,
ça fait au moins un an de décembre, au mois de décembre si je ne me trompe pas, ça faisait suite à un article de Céline Cooper de la Gazette qui avait publié dans une revue académique la question du Québec après la grève générale illimitée. La question du Québec, c'est what is Québec want? C'est ce que je vous parlais tout à l'heure à propos de comment mesurer l'importance de cette entreprise de prise en charge québécoise dans l'histoire politique canadienne, surtout au niveau de la culture politique canadienne. C'est immensément important. Les autres provinces, on s'en cachera pas, sont jaloux de cette importance-là qui est accordée au Québec. Est-ce que les Québécois, pour autant, sont juste une gang de broyards qui prennent Ottawa pour un guichet automatique? Je vous laisse décider. Utilisez la feuille de suivi. Écrivez-moi des commentaires, écrivez-moi vos analyses, puis je suis sûr et certain que vous allez développer des angles que vous auriez autrement jamais pensé. Donc, tout ça pour vous dire que dans le modèle de Weinstein qu'on va regarder, tout à l'heure, on va regarder une étude de cas, le Parti québécois cherche à affecter le bloc des conditions objectives, cherche à créer des événements précipitateurs pour changer la mentalité des gens. Je pense que le modèle de Weinstein parle d'idéologie, parle de sensibilisation, des trucs comme ça, parle de secouer l'arène de débat, de juste bouger l'angle. Hein. Dans l'article que je vous propose d'aller lire, la question du Québec, publié sur Chip Liqueur Politique, on parle beaucoup de politique minoritaire en contexte de démocratie libérale. Je pense que démocratie libérale, au sens où moi je l'entends, ou neutralité de l'État, je pense que c'est extrêmement important, pertinent plutôt, dans le cadre des propositions gouvernementales sur la Charte des valeurs. Les exemples qui sont utilisés, là, j'ai pris quelques notes rapidement, là. Je pense que je parlais de politique linguistique comme politique minoritaire, hein, parce que ça s'adresse juste à une frange de population, alors que quand on parle de politique publique, on veut s'adresser à des problématiques qui touchent tout le monde. Des fois, on va prendre une politique publique, par exemple, en santé publique, pour s'adresser aux problèmes de maladies transmises sexuelles. Pour une frange de population, on dit hey, c'est un problème de santé publique, ça, là, il pourrait y avoir plus de MTS si on fait rien, c'est tout le monde qui est touché par là, alors que lorsqu'on prend une politique minoritaire, comme les politiques linguistiques au Québec, qui sont diffusées aux États-Unis, il y a des lois 101, je pense, dans la majorité des États. Vous voyez comment c'est relatif en politique minoritaire, je sais pas moi, comment parler de politiques qui sont proactives pour brimer le droit, la discrimination envers les homosexuels lorsque vous êtes dans le quartier gay, où en majorité les gens sont homosexuels. Là. Donc, c'est une politique que des lois 101, il y en a aux États-Unis, je pense, dans la majorité des États, ou sinon près de la majorité. Donc, vous voyez comment c'est relatif de parler de politique minoritaire, mais c'est une façon de dire que c'est des nouvelles types de politiques qui s'adressent à des franges très ciblées de la population. Quand vous prenez l'ensemble nord-américain ou l'ensemble canadien, évidemment, lorsque vous parlez de la défense de la langue française, vous parlez à une minorité. Évidemment, au Québec, on est la majorité, il y a une majorité de francophones. Je vous invite à aller lire ça et à en discuter peut-être avec moi. Il y a des liens vers l'article de Mme Cooper aussi qui pense le contraire de moi, bref, et qui, en plus, je viens de le voir passer, j'utilise l'exemple de la colonisation, là, sans parler de faire le lien avec ce que je disais, sans faire le lien avec ce que je disais avec le continent africain. Peut-être que ça peut être intéressant de regarder le type de colonisation que moi, je pense qu'il peut arriver de dire que tout le monde devrait parler le canadien au Québec, là, parce qu'il y aurait plus d'immigrants, puis ils seraient mieux, puis ils seraient moins brimés dans leurs droits. Écoutez, là, nous autres, on n'a pas besoin de faire différent. Au Québec, on parle français. Donc, la culture canadienne se bat comme ça, géant américain. Puis, écoutez, si elle gagne la culture canadienne, pas juste que je lui lève mon chapeau, mais c'était vraiment un combat David contre Goliath. Rétrospectivement, dans 500 ans, on pourrait se dire ça. Ici, évidemment, on a nos petits téléromans, nos petites affaires, notre petit cinéma, tout le kit. C'est pas dur de faire différent des Américains. On a un langage différent d'eux. Notre culture est foncièrement différente. Quand je parle de culture, là, allez pas dire que notre culture est supérieure à leur ou des trucs comme ça. Là. Je parle pas de grands débats. Je parle juste de production intellectuelle ou culturelle qui sont différentes. Quand on veut participer au concert des nations, ça, c'est des termes de politique, mais quand on veut parler de diversité culturelle, je pense que le Québec est immensément important dans les Amériques. C'est la seule contrée majoritairement francophone. Je nettoie l'espace disque sur ma caméra et au retour, je prendrai pas de chance, là, je parle au moins 2 secondes des Pussy Riot
Je vous ai dit pour le blog d'Emmanuel, ça s'appelle Le malaise fédéral, vous allez le trouver facilement. Je parle au moins 2 secondes des Pussy Riot et ensuite on regarde l'étude de cas avec la bibliothèque publique et comment nous, le coût qu'on prépare, où il s'adresse, où il se retrouve sur le modèle de Weinstein. Quand je vous disais d'aller télécharger la feuille de route, là, regardez quel type de coût Mme Marois fait en donnant une charte des valeurs aux Québécois ou en proposant plutôt une charte des valeurs aux Québécois. Est-ce que c'est un coût que vous considérez lourd, modéré? Est-ce qu'elle cherche à ouvrir une fenêtre? Est-ce qu'elle cherche à créer un événement précipitateur? Est-ce qu'elle cherche à inscrire ça dans une autre logique, dans un autre cadre de référence au niveau, par exemple, du flux culturel, plutôt que juste penser au flux politique? Allez voir ça. Je reviens dans 2 secondes. Je nettoie le disque dur de la caméra et puis on parle des Pussy Riot, on parle de l'étude de cas et ensuite on déboule vers qu'est-ce que c'est qu'une... Donc de retour à la CAD, merci d'être là. Pussy Riot, je tenais à en parler. Premièrement, l'article, c'est pas paru dans un grand média, c'est paru, je pense, dans un magazine, dans un périodique, on dit, de médecine. Je ne suis pas sûr, je pense que ça s'appelle Somatosphère, sciences, médecine et anthropologie, voilà. C'est signé Anya Bernstein, qui est une chercheuse, j'imagine, qui travaille beaucoup, qui écrit beaucoup, qui est très prolifique sur le sujet, sur l'affaire Pussy Riot. Les Pussy Riot, c'est un groupe féminin qui est entré au mois de février 2012. Attendez là, que ma mémoire me revienne, là. Qui est rentré, j'ai la date ici sous les yeux. Le 21 février 2012, donc ils sont rentrés dans une église orthodoxe, se sont mis à chanter des chants qui évoquaient la contestation du président Poutine avec un refrain qui évoquait des chants traditionnels religieux orthodoxes. Ça a été qualifié d'hooliganisme religieux et c'est devenu une prière punk célèbre grâce à YouTube. Donc allez chercher sur YouTube si vous voulez en avoir plus pour vos oreilles. Dans cet article-là qui s'appelle attendez une minute, voyons, la post-Soviet body politic, donc la politique du corps. Politique du corps, on est très proche des politiques minoritaires, là. On est très proche de tout ce qui s'appelle politique linguistique et tout ça, là, mais à une échelle d'abstraction beaucoup plus grande. Donc, à l'époque post-soviétique, le crime et la punition dans l'affaire des Pussy Riot. Je vous mets le titre là, en anglais, c'est Post-Soviet Body Politic, Crime and Punishment in the Pussy Riot Affair. Crime and Punishment, c'est une référence à une œuvre de Dostoïevski, qui est un auteur russe que vous connaissez sans doute. Je vais aller rapidement parce que je ne veux pas m'évader, mais c'est pas une coïncidence que je l'ai inclus là, entre autres pour les politiques minoritaires, mais aussi pour vous dire qu'il faut être deux dans une valse. Quand on parle de coups, il y a des contre-coups. Quand Emmanuel Latraverse dit c'est pas n'importe quel ministre que M. Harper a envoyé au front pour dire on a vu ça un peu le projet de charte des valeurs québécoises là. Il faut être deux pour faire une base. Donc dans les réponses institutionnelles, dans le modèle de Weinstein par exemple, vous pouvez vous demander si le fédéral n'a pas juste 3 choix, accommoder le Québec, coopter le Québec, dire non, par exemple, la stratégie du PLC traditionnellement, c'est dire non, écoutez, que vous soyez que vous soyez pour la neutralité de l'État ou pas pour la neutralité de l'État, ça rentre dans le grand ensemble canadien, ou répresser ces idées-là qui viennent du gouvernement marois, qui ne viennent pas nécessairement du Québec, parce que je pense que la population est quand même plus divisée que ce que je laisse peut-être entendre dans mon discours. Je vous rappelle, c'est pas une question que vous soyez souverainiste, fédéraliste, anarchiste ou autonomiste ou j'en passe, là. C'est l'idée que c'est une émission qui est faite dans la perspective de prise en charge citoyenne, dans la perspective d'habilitation communautaire, lorsqu'on a affaire à un gouvernement qui cherche à affecter les conditions objectives, des conditions sur lesquelles on n'a pas d'emprise. Demain matin, la composition du Québec va être la même qu'aujourd'hui. Donc, c'est des mentalités qui évoluent tranquillement, puis on n'a pas de contrôle là-dessus. Comme moi, je n'ai pas de contrôle sur la réception du message que j'émets en vous parlant. C'est vous qui décidez si je suis à gauche, je suis à droite, si je suis trop souverainiste, je ne suis pas assez. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'avec une étude critique comme ça, en vous mettant une étude critique comme ça dans la revue de presse,
c'était que le coq à l'âne que je fais, il est à la mode. N'hésitez pas à aller le faire. Passez pas pour un fou là, ou une folle là, pour juste le plaisir de le faire, là. Mais quand on vise des zones intermédiaires, quand on vise à côté du script, attendez-vous à justement poser des mauvaises questions, les questions qui font sortir des zones de confort les interlocuteurs conventionnels, incluant moi ou les grands médias, là, selon ou le gouvernement. Là. Donc, Mme Marois, avec un truc comme ça, elle n'est pas pensée qu'elle ne vise pas à côté du script. Hein. Elle dit aux grands financiers, non, le Québec, écoutez, là, on est dans les rangs, tout le kit, puis en même temps, son projet de loi est au minimum un peu controversé, donc on peut dire qu'elle vise un peu à côté du script. Maintenant, là où je voulais en venir aussi tout à l'heure au début de l'émission, quand je disais le langage est un peu simple, que ce soit Mme Marois ou n'importe quel premier ministre qui serait là, il vous dirait le Québec, c'est société éduquée, critiquée, informée, instruite, classe créative, emmenez-en par là, et puis regardez la simplicité du langage, on a tiré à terre tout ce qui relevait du domaine de l'imaginaire pour vous faire un pamphlet publicitaire. Je comprends que les boîtes de communication veulent qu'on cogne sur le clou d'un seul message. Nous, dans le communautaire, vous, comme citoyens, citoyennes, vous n'avez pas toujours les moyens de cogner sur le meilleur message comme ça. On va en parler quand je vous dis qu'il y a des zones intermédiaires. On va y aller avec l'étude de cas. J'y vais rapidement pour essayer de faire l'émission la plus courte possible. L'étude de cas que je vous propose, elle est faite pour vous démystifier ce que c'est que l'entrepreneuriat politique, aussi ce que c'est que l'activité de lobbyiste, qui est une activité légitime. Allez voir sur le site du directeur général du lobby. Vous allez voir le nombre de choses que vous pouvez faire avant de vous enregistrer comme lobbyiste. Vous allez la trouver, elle n'est pas ouverte au public, mais elle par voie d'hyperlien, elle n'est pas affichée vraiment nulle part. Ça s'appelle le support virtuel numéro 5, elle est en développement continuel. C'est le dossier sur les bibliothèques publiques. Je viens de vous dire là, d'être postmoderne, d'être éclaté, de viser des zones liminales, de viser des zones intermédiaires, d'être hybride dans vos démarches. Je vous présente une étude de cas qui est faite comme des couches de crêpes, là, cet intitulé-là, ce sous-intitulé-là. Vous n'êtes pas obligé de copier ce modèle. Expliquer un peu qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat politique qu'on va faire entre en gros le 14 octobre puis le 14 novembre. Vous savez que j'ai essayé de tirer des coups sur le monopole de l'enjeu durant la période d'élection, hein, des arènes de débat. Il faut être deux pour faire une valse. Que tout le monde va dire, hey, une situation monopolistique, il faut briser ça au plus vite. Et puis pourtant, lors de la tenue d'élection, c'est généralisé dans le monde occidental, dans le monde démocratique, là, on met l'élection, le jour, pas l'élection comme le jour d'élection, comme la fin d'un grand crescendo, là. Je vais nettoyer tout de suite mon disque dur pour pas manquer de temps, mais après ça, je passe en vitesse V, là, ça fait plusieurs fois, je vous le promets, pour essayer de peut-être pas conclure dès la prochaine séquence, mais en tout cas, de vous donner le gros morceau de l'émission que je pense maintenant que vous êtes prêts à bien recevoir. On va faire le lien entre ce dossier virtuel-là, le dossier qu'on monte pour faire un coup, hein, dans une arène, fragmenter une arène de débat, et puis les politiques minoritaires de manière générale, le Parti québécois, l'angle de contestation des opposants du Parti québécois, de dire « Hey, ça fonctionne bien, de dire que c'est un parti de crise, ça. On va voir pourquoi ça fonctionne bien, pourquoi est-ce que c'est pertinent à certains endroits, puis pourquoi aussi des fois c'est n'importe quoi. » C'est pas moi qui va vous dire c'est quand c'est n'importe quoi, puis c'est quand c'est bon, c'est vous qui allez décider, mais je vais au mieux de mes connaissances, au mieux de ce qu'on peut discuter ensemble, vous donner les informations pour pouvoir discriminer quand est-ce que ça a du bon sens de dire le Parti québécois essaie de susciter une crise, ou quand est-ce que M. Couillard essaie de susciter une crise, puis que ça c'est pas quelque chose qui agit sur les conditions objectives du tout, là, au terme où moi je vous propose de l'entendre dans la perspective d'une émission d'un show du dimanche, là, d'un show d'une émission de variété qui essaie qui a pour mission d'être conduite dans une perspective d'habilitation communautaire, de prise en charge citoyenne, puis qui a aussi comme objectif de vous challenger à faire mieux que moi, à faire mieux que nous, avec les moyens que vous avez à la maison, avec les idées que vous avez dans le coco, puis avec vos angles de contestation, vos angles originaux, faites-nous les connaître, on veut les connaître. Je nettoie mon disque dur et puis je reviens dans 2 minutes.
On s'en va vers le dernier droit de l'émission. Juste avant de nettoyer mon disque dur, je vous faisais mention que la CAD était une émission du dimanche là, qui vise l'habilitation communautaire. J'ai oublié de vous qui vise à vous inviter, à vous challenger à faire mieux avec les moyens que vous avez à la maison, avec votre caméra numérique, avec vos idées, vos angles et tout ça. J'ai oublié de vous dire, si ça vous tente de venir jaser avec moi de n'importe quel sujet, de participer à la CAD, d'être directeur de nouvelles, peut-être pour un bulletin, être lecteur ou lectrice d'un bulletin barricade, tourmaline.net, écrivez-moi, je laisse mon adresse courriel, je vais essayer de la mettre à quelques reprises. Donc, je vous ai pas laissé, je vais mettre aussi une citation là, qui est tirée, qui est francisée, tirée de l'article académique de Madame Bernstein, si ma mémoire est bonne. Je pense que oui, là, en tout cas, je pense que j'ai fermé les fenêtres. Ouais. Madame Bernstein, voilà. Anya Bernstein, je vais mettre une citation. C'est un article qui est complexe. Je vous invite à aller la lire. Je vais mettre les hyperliens aussi. Vous allez le trouver là, avec le titre là, et l'image que je vous ai vous laisser. Vous allez trouver. Essayez de regarder ça. C'est très, très intéressant. Il y a des gens en Russie qui voudraient qu'on les fouette, qui ont toutes sortes de punitions. Il y en a d'autres qui disent, ben là, attendez donc une minute, là. C'est quand même juste des gens qui ont voulu choquer. Donc, on parle de politique minoritaire, on parle aussi de provoquer des crises et tout ça. Donc, je pense que ça peut être bon de sortir du cadre. Quand je vous parle de niveau d'abstraction plus grand, j'en connais un niveau d'abstraction plus grand que ça pour les modèles. Je viendrai sur la carte, ça vient des études slaves. Hein. Ils se sont opposés, ils se sont construits une identité par opposition au bloc occidental, par opposition à ce qu'on appelait le monde libre. Puis nous, on s'est construit une identité par rapport à ce qu'on appelait derrière le rideau de fer, puis le monde communiste, puis tout ça. Là. Elle n'allait pas penser qu'on peut valser seul. Hein. Il y a peut-être des exceptions des fois, là, mais en général, ça prend 2 joueurs pour jouer. J'enclenche, je vais rapidement un peu plus dans le vif du sujet de l'émission en ce qui a trait à sa plus-value, à sa perspective de prise en charge citoyenne et d'habilitation communautaire. Je vous invite à en faire de l'entrepreneuriat politique, je vous invite à en faire de l'entrepreneuriat culturel, mais c'est tout un autre domaine. Là, on parle de prise en charge citoyenne, c'est le fun de faire des pétitions puis tout le kit, de participer à des assemblées générales, c'est le fun d'aller à votre mairie d'arrondissement ou à votre mairie à l'hôtel de ville de votre municipalité et de déposer un mémoire, que ce soit juste une page, de poser des questions, d'interagir, de faire des lettres d'opinion dans les journaux publics, participer à la vie citoyenne, participer à la vie démocratique, c'est super important. On compte sur vous. Quand je dis on, je parle de tout le monde. Support virtuel numéro 5, c'est, je vais vous laisser l'URL un peu longtemps, mettez fin à la projection, allez jeter un coup d'œil là-dessus, ouvrez une nouvelle fenêtre ou un truc comme ça. Là. C'est un dossier qu'on monte en vue de faire un coup. Ou des moyens, ça va être des moyens de pression, mais il faut toujours bien commencer par un premier, qui va arriver quelque part entre probablement le 14 octobre, entre le 12 octobre plutôt et le 12 novembre, ou le 14 octobre, le 14 novembre. C'est autour des élections. Vous savez que j'ai travaillé à essayer de fragmenter le monopole de l'arène de débat public avec cette situation monopolistique où le jour du vote occupe tout l'esprit, occupe tout l'espace de débat, puis dit il n'y a pas d'autre débat à faire parce que c'est comme un crescendo, c'est comme une grande pièce de théâtre, c'est comme une catharsis. Les gens, ils doivent aller voter cette journée-là, puis on va décider d'un vainqueur. C'est comme si la tenue d'élection, système politique clos, arène de débat fermé, il n'y a plus moyen d'avoir des idées. Puis après ça, les entrepreneurs politiques sont supposés ramener des idées pour que ça faire qu'ils se sont mis à off, si vous me permettez l'expression, durant la tenue d'élection. Puis ils se sont mis à off. Hein. Allez pas croire là, que je spécule ou que je parle en l'air. Ils se sont mis à off durant la tenue d'élection. C'est pas pour éviter les dérapages de tout ça. C'est une situation qui est généralisée. Tout le monde le sait, tout le monde le fait. Et, tout le monde en parle, mais il n'y a rien à faire. Hein. Il faut faire des coups pour fragmenter une arène de débat public. Moi, je ne vous dis pas que je vais changer la situation mondiale en termes de démocratie, là, que de même après le coup qu'on va faire sur les bibliothèques publiques, que cette arène de débat-là pour le monopole va être brisée, mais peut-être coordonner ce coup-là avec l'idée d'élections municipales qui se tiennent le dimanche 3 novembre prochain.
dossier des bibliothèques publiques, peut-être en concomitance avec la feuille de route du PN, peut-être en concomitance avec surtout le modèle de Weinstein. C'est celui que moi que je préfère pour vous proposer. Donc c'est un coup, ça peut être tentant. Mettez-vous toujours au milieu. Hein. On est postmoderne, ça vient des marges, ça donne absolument rien de mettre un gros joueur au milieu puis de mettre tous les alliés d'un bord, tous les opposants de l'autre. Là. Vous allez être fatigué probablement lorsque vous allez faire l'entrepreneur politique de dire ouais, ben tu sais, moi ce que je veux, c'est faire provoquer le changement au niveau d'une institution. J'ai pas le goût d'appeler monsieur le maire une cible ou madame la directrice de l'organisme là-bas, de l'organisme public là-bas, une cible. Et pourtant, il faut le faire. On va voir avec le cas du PQ, c'est qui ces cibles humaines-là, hein? C'est pourquoi qu'on ne peut pas attaquer une institution. La réponse est évidente, mais en même temps, si vous voulez dire, moi j'évite de parler de cibles humaines, là, de destinataires, moi c'est le terme que je vous propose d'utiliser comme substitut, là, vous pouvez le faire pour une institution. C'est juste pas recommandé parce qu'en général, il faut que ce soit une personne qui ait le pouvoir de vous donner, de vous octroyer ce que vous voulez en termes de changement. Le coup qu'on va faire, je pense que je vais vous le représenter d'en haut en bas, mais bon, comme je viens de vous dire, tout vient des marges. Hein. C'est un coup qu'on veut faire sur les voies piétailles, c'est-à-dire les gens qui travaillent en milieu de bibliothèque, qu'on stipule, on postule plutôt, que ces gens-là travaillent en culture à journée longue depuis les 40-60 dernières années. Nous, ce qu'on dit, c'est que depuis 40-60 ans, il y a 60 années de critique qui a été faite, de critique postmoderne, puis les bibliothèques publiques d'aujourd'hui ne sont pas plus postmodernes qu'il y a 60 ans, quand le mot postmoderne n'existait même pas. Il y a un problème. Nous, on postule. Les gens qui travaillent sur ce terrain-là, sur le terrain en bibliothèque publique, ils sont réprimés. Quand ils arrivent avec des idées neuves, l'establishment leur dit non merci. Là, je vous mets du mieux possible mon discours avec le modèle de Weinstein. Donc, il y a répression des idées neuves. Et puis, pour avoir des promotions, des trucs comme ça, c'est sans doute sous-entendu dans la culture institutionnelle, c'est sans doute sous-entendu aussi dans votre milieu de travail. Là, on s'entend que c'est mieux de dire un peu comme le boss, puis là, l'évolution va se faire tranquillement, pas vite. Moi, je parle pas d'évolution, je parle de manque de changement. Là, le véhicule de valeurs, les bibliothèques publiques n'incarnent pas du tout des valeurs postmodernes. C'est encore des idéaux modernistes, de l'émancipation de l'homme par le travail, de vérité objective, tout le kit. Puis, en tout cas, je ne veux pas parler du dossier des bibliothèques en long et en large. Il est quand même assez bien défini, puis il est encore en travail. Allez le voir cette semaine, la semaine prochaine, puis vous allez entendre parler un petit peu des coups qu'on va faire, puis vous allez avoir vu la construction de ça. En même temps, tout ça est basé sur une représentation au réseau des bibliothèques publiques. Donc là, on parle de l'élite, hein, de ceux qui cooptent ou qui se sont fait coopter. Donc, ça peut être intéressant de regarder que ce coup-là s'en va vers les voies piétailles pour les habiliter à répondre à ce type de répression-là qu'on envisage. Évidemment, ils vont nier. Là. Vous savez comme moi que dans n'importe quel milieu de travail, il y a une forme de répression qui s'exerce pour pas que ce soit l'anarchie, évidemment, que ça reste une culture, hein, que ça reste une nomose, une nomie, qu'il n'y ait pas anomie, qu'il n'y ait pas perte de confiance entre les gens qui travaillent dans le même milieu. C'est bien raisonnable. Là. Tout ça pour vous dire j'ai été interrompu par le manque d'espace sur mon disque dur. Ce que je voulais vous dire, c'est que vous ne pouvez pas évidemment inscrire au programme à la mission de la bibliothèque publique néo-contemporaine de faire de l'habilitation citoyenne, de la prise en charge citoyenne, d'habilitation communautaire, pardon, si vous n'êtes pas en mesure de nous assurer, nous, à la concitoyenneté, que les gens qui travaillent pour vous sont capables, sont habilités, sont outillés à faire face à de la répression, c'est-à-dire à exercer le pouvoir d'une certaine manière assez régulièrement. Et puis, lorsqu'on parle de travailleurs de la culture comme ça, est-ce que vous les voyez encore comme des travailleurs de la culture, vous, les ressources humaines des bibliothèques publiques? Moi, je pose des questions, évidemment, c'est de l'ordre de contestation qu'on est en train de construire au sujet de est-ce que c'est encore une institution démocratique? Est-ce que c'est encore une institution culturelle? Moi, je suis sûr que c'est capable de leur faire mal, de mettre en doute le caractère culturel des
de la bibliothèque publique. Allez lire notre dossier, c'est barricade.tomisland.net, support virtuel 5. Il n'y a pas d'espace sur rien, là. Je vais mettre l'hyperlien là. Et puis, c'est en construction. Allez le voir une fois à tous les semaines, jusqu'à la mi-octobre à peu près, là où ça va être un peu plus compris. On va avoir des pages finies. Vous allez pouvoir accéder de la page d'accueil tant du tomisland.net que de la barricade du tomisland.net, le barricade.tomisland.net, à ces dossiers-là. Bon, je vais essayer d'enchaîner directement vers autre chose. Je vais juste regarder là, pour pas que j'ai oublié autre chose. Quelque chose de bien grave. Bon, ça peut être une bonne idée de lire ce dossier-là qui est, comme je vous dis, là, fait un peu trop formellement, un peu trop c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais c'est bon, ça peut être une bonne idée de lire en concomitance avec le fameux modèle de Weinstein que je vous montre à l'écran immédiatement et que je vais essayer de modifier de manière de manière à ce que le coût puisse être mieux illustré. On enchaîne donc sur politique minoritaire et crise lorsque je vous parle de politique minoritaire qui s'adresse à une petite frange de la population, par exemple les francophones au Canada, hein, qui sont une minorité au Québec. Évidemment, la situation est renversée lorsqu'on parle des anglophones au Québec, qui sont une minorité dans l'ensemble québécois. C'est facile de dire que ces gens-là, lorsqu'on les réprime ou même quand on les coopte, lorsqu'on les accommode, se retournent vers les conditions objectives, puis ne participent plus au changement, ne participent plus à un mouvement. Vous savez, le fameux bloc qui est à droite de l'écran, probablement à votre gauche, là, dans le modèle de Weinstein, ne participe plus à un mouvement qui vise un progrès social, une amélioration des qualités de vie, par exemple, pour les anglophones, en mettant fin aux discriminations qui vivent avec la loi 101. Je vous rappelle aussi que la loi 101, elle est diffusée partout aux États-Unis. Je pense que c'est une majorité d'États, si je ne me trompe pas, qui a adopté la loi, une loi équivalente à la loi 101 pour établir une langue officielle. Le Québec, on est plusieurs à faire la fausse. Ce n'est pas une province bilingue. Hein, Montréal non plus, c'est pas une ville bilingue, même si on côtoie des anglophones à journée longue, même si au Québec, il y a une population importante d'anglophones. Le Québec est une province francophone. Le Nouveau-Brunswick est la seule province au Canada à avoir le statut de bilinguisme comme langue officielle. Je pense qu'en Alberta, si je ne me trompe pas, au début du 20e siècle, il y a eu des tentatives d'établir l'ukrainien comme langue officielle et ça a été rejeté. Tout ça pour vous dire, politique minoritaire, crise, le PQ. Quand on parle de crise, est-ce que les angles que le PQ amène forcent l'établissement, c'est-à-dire les cibles, je vous dirais, matérielles, pas les ressources humaines, pas des cibles physiques, les destinataires humains, est-ce que les force à dire « voici ma réponse, je ne vous accommoderai pas, je ne chercherai pas à coopter vos idées, je vais vous réprimer ». Auquel cas, le PQ miserait plutôt sur le fait que ça va être un événement précipitateur. Hein? C'est-à-dire que en proposant, je le donne comme exemple, une charte des valeurs au Québec, le gouvernement fédéral pourrait décider de réprimer ces idées-là et ça renverrait le PQ et son programme et ses partisans vers un événement précipitateur, c'est-à-dire que ça déboule, là. Le PQ, le gouvernement fédéral dit non, c'est bien de valeur, il n'y a pas de charte des valeurs québécoises qui est possible. Ça veut dire, c'est pas juste le statu quo, c'est une fin de non-recevoir, c'est un événement précipitateur. Là, c'était la population à se mobiliser, à dire, voilà, attendons une minute, gouvernement fédéral, on est quand même assez maître, notre Assemblée nationale est quand même capable de décider ça, capable de libérer un débat de société de ce type-là, sans qu'il y ait crise, sans qu'il y ait anomie. On ne remet pas en question le tissu social du Canada au grand complet parce qu'on veut se débattre de ce type de questions-là. Maintenant, à chaque fois que le mot crise, là, je ne sais pas si je vais avoir assez de mémoire pour me souvenir le cas où M. Duchesne, le ministre de l'Éducation supérieure, dit que M. Couillard cherche la division des Québécois, je pense, ou en tout cas, dit qu'il cherche à provoquer une crise. Mais regardez, allez voir les articles, je vous ai donné les noms, je vais vous les remettre en bas d'écran, le titre et l'hyperlien. Allez voir dans quel cas est-ce que c'est exagéré que cette action-là cherche à provoquer une crise. Je le fais avec ma main, puis je vous le montre sur le schéma de Weinstein. Là. Quand il y a répression,
ça s'en va vers les événements précipitateurs, ça retourne dans l'arène de débat, mais est-ce que ça a provoqué une crise ou c'est encore une fois assimilé pour redevenir, pour être dilué dans les conditions objectives? Demain matin, la population anglophone au Québec va être encore minoritaire, la population francophone va être encore minoritaire au Canada. Bon, c'est un débat linguistique. Là, on parle de neutralité de l'État dans le cas de la Charte du Québec. Ce que je veux vous proposer, et je pense qu'on va être capable de conclure là-dessus, parce que c'était quand même une émission assez longue, c'est de regarder avec la feuille de route du tourmalène.net. Allez la télécharger, je vais essayer de m'en souvenir de mémoire, puis je vais vous la montrer. Là. Allez la télécharger sur Barricade. Dans le coin, en bas à gauche, il est marqué télécharger, suivez les intérêts comme le tourmalène.net. Je pense que ça s'appelle feuille de suivi ou feuille de route, un truc comme ça. Puis, fiez-vous sur ce modèle-là, allez immédiatement au bas de la page. C'est une page en format Acrobat Reader, le PDF. Et puis, demandez-vous quelles sont les cibles de Mme Marois. Allez-y pour des cibles humaines. Là. On va en nommer deux, sûrs et certains, là, M. Couillard, M. Legault. Hein? Et dans quel cas est-ce que ces cibles-là sont obligées de répondre d'une manière ou d'une autre? Je réprime votre idée, Mme Marois, je réprime votre idée, gouvernement du Québec aussi, hein, même s'il est minoritaire, je réprime votre idée, Parti québécois, je réprime cette idée-là de Charte des valeurs, je coopte cette idée-là, c'est-à-dire mes idées ne sont pas si loin des vôtres, là, il y a les formules que vous utilisez qui me déplaisent, des trucs comme ça, ou est-ce que je suis capable d'accommoder la frange de personnes qui se sentent interpellés par ça, mais interpellés surtout favorablement. Hein. Je suis capable de les accommoder, eux autres. Là, je suis capable de leur dire, écoutez, là, juste à côté, là, Mme Marois, vous savez, puis moi, on est en bataille, on veut gagner les prochaines élections, mais ce qu'on dit, c'est pas si différent que ça. Bon, vous savez comment les journalistes, au cours des 5-10 dernières années, ont réussi à fragmenter le vote nationaliste. Hein. Il y a les modérés, les doux, les durs, les verts. C'est toutes sortes de segments. Mais quand on parle de nationalistes, on parle souvent d'idées qui s'opposent à l'idée de libéralisme. On parle de la possibilité de projet de société, alors qu'en démocratie libérale, le gouvernement est supposé d'être neutre dans tous les domaines, de ne pas interagir, de ne pas agir de manière à favoriser des choix plutôt que d'autres. Hein. Donc, quand on parle de neutralité de l'État au niveau de la religion, ça rentre dans la catégorie de démocratie libérale, égalité entre les hommes et les femmes. Je pense que s'il n'y avait pas eu le débat sur les accommodements raisonnables, peut-être qu'on n'en parlerait même pas aujourd'hui. Ce serait des groupes communautaires qui diraient hey, savez-vous qu'il y a des femmes qui sont dans la joie et dans la joie et la bonne humeur, je reprends mon mot de la fin. J'ai mal chronométré mon temps lors de la dernière séquence que j'ai tournée. Ce que je vous disais, c'est que je commençais à prendre l'habitude. Je commençais aussi à prendre à gauche et à droite des petites idées à propos de comment instaurer ce dynamisme-là. Il est rendu presque 4h30 du matin. On est samedi matin le 21 septembre. L'émission que vous écoutez, c'est l'émission qui va être diffusée dimanche le 22. Évidemment, je commence à être fatigué, tout ça, mais ça, c'est un détail. Ce que je voulais vous dire, c'est que je commence à prendre des idées à propos de comment faire cette émission-là plus dynamique. Évidemment, je vais avoir bientôt des invités, puis on va changer de décor, puis tout le kit, mais juste d'avoir des formats d'émission, pas juste se coordonner dans une forme, mais qui permettent d'intégrer peut-être la revue de presse avec des grands thèmes. L'émission prochaine, ça veut dire le 29 septembre, je vous le dis tout de suite, on va parler de politique municipale. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va aller faire un tour du côté des joueurs qui sont moins connus. Mélanie Joly, monsieur, là je ne répéterai pas son nom, mais monsieur Sirois, il y a monsieur Brûlé, Michel Brûlé aussi. On ne fera pas une réplique de ce qui se passe dans les grands médias. Allez voir sur le blog du Mylène l'entrée que j'ai écrite hier, le jeudi 19, qui s'intitule le projet Montréal, la barre de projet Montréal prend de l'eau. C'est une entrée qui était très populaire. Même si vous n'êtes pas sur le plateau Mont-Royal, peut-être que ça va vous donner un nouvel angle pour approcher les élections qui viennent. Si vous voulez avoir quelque chose de plus général, qui touche moins le plateau, qui touche moins un parti en politique, ça parle beaucoup de l'arrivée de Denis Coderre comme d'une donne qui a changé la mise pour les élections qui vont venir le dimanche le 3 novembre prochain. Ça s'appelle les fourmis
et les travailleurs, un truc comme ça. C'est sur Barricade Plus, je vais vous marquer le titre comme il faut, ça va vous donner une bonne idée de mon cadre de référence. Aussi sur Barricade Plus, ceux qui s'intéressent au monopole de l'enjeu du jour de vote, durant la tenue d'élection, il y a beaucoup de contenu qui a été fait là-dessus. Le 29 septembre, dimanche le 29 septembre, je vous l'annonce tout de suite, c'est à 11h AM au Petit Outremont. Ça a l'air super spécial pour les familles. 3 à 6 ans, la récréation de Mozart. Allez voir le site web, ça fait longtemps que j'ai pas été voir le site web du Théâtre Outremont, mais il avait fait une mise à jour l'année dernière qui était sublime, qui était très belle. Allez voir leur site web. Et puis, j'avais gardé 2-3 choses, je suis bien de les montrer tant qu'il n'y a plus du temps. La première page du journal de Plateau, allez regarder à quel point les thèmes réforme, loi, ordre prennent du souffle de ce ici. On parle aux États-Unis, il y a tellement pas juste aux États-Unis, ici aussi, je vais au club vidéo tous les jours, des téléséries qui parlent de la loi et l'ordre, pas juste Law and Order. Et puis, on parle du dévoilement du projet pilote dans Saint-Viateur-Est avec les réactions et tout ça. On va revenir sur ces sujets-là. Pour les gens du plateau, entre autres, on va revenir par écrit, mais on va revenir aussi dans la cadre. La semaine prochaine, à l'émission de la semaine prochaine, c'est clair qu'on parle de politique municipale. Ici, j'ai peut-être un exemple, Madame Marois qui dit qu'elle veut absolument que la ville de Montréal adopte sa charte des valeurs, la charte des valeurs que le gouvernement péquiste propose, le gouvernement minoritaire péquiste propose. Demandez-vous avec votre feuille de route, est-ce qu'elle cherche à tirer un coup sur les élites ou sur les voies piétaires en faisant ça? Est-ce qu'elle divise le Québec entre les montréalo-centristes? Est-ce que Montréal, écoutez, là, tu sais, bon, là, je vais l'être montréalo-centriste, là, je vais l'être montréalo-centriste, c'est la moitié du Québec. Est-ce que si elle dit Montréal va suivre, est-ce que c'est pour plaire aux gens qui habitent à l'extérieur de Montréal en disant hey, même la grande ville libérale va être pognée avec ça, cette charte-là, et puis ça lui donne du corps en voulant dire regardez, c'est une façon de dire Montréal rentre dans le giron du Québec. Je vous laisse avec la question à 1000 $. Pensez-vous que la remontée de Mme Marois dans les sondages ou l'égrenage d'appui de M. Couillard, c'est sous le coup de Mme Marois qui a fait ce qu'il avait à faire au lac Mégantic? On la félicite là, si les gens pensent qu'elle a une note parfaite là-dessus. Est-ce que vous pensez que c'est parce que la Charte des valeurs a une influence sur la perception du PQ ou sur les intentions de vote des citoyens et citoyennes de la belle province? Ou est-ce que vous pensez que les scandales de corruption, les allégations, qu'elles soient fausses ou qu'elles soient vraies, qui ont été faites sur la marque de commerce du PLQ, entre autres, suivant, il y a quelques années, le scandale des commandites avec le PLC, y est pour beaucoup. Moi, je penche pour cette dernière possibilité-là. Je pense que la marque la marque du PQ a été, pas du PQ, pardon, mais du Parti libéral, la marque de commerce libéral a été poquée comme un char peut être poqué. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Revenez nous voir la semaine prochaine sur Barricade TV. Regardez Barricade TV aussi, d'autres émissions. Intéressez-vous à Aujourd'hui Demain, ça va être le pitch de vente pour ce soir. Intéressez-vous à la réflexion sur l'avenir de la bibliothèque publique, Horizon 17, mais sur le renouveau institutionnel québécois. De manière générale, soyez des véhicules du changement, soyez des véhicules du progrès social. Merci de votre écoute. Mon nom est Daniel Quimper. C'était un grand plaisir de m'entretenir avec vous durant la dernière heure à peu près. Bye bye.
Vous écoutez Barricade TV sur la barricade du tombisland.net.